La moitié des personnes qui font la file d'attente pour obtenir de l'aide au Resto du Cœur ont moins de 26 ans. On appuie sur le bouton reset et c'est comme si s'était rien passé. Non. Je pense que tous ces jeunes ne sont pas forcément informés en fait. On va pas régler des problèmes structurels avec des trucs à la petite semaine. C'est beaucoup plus complexe que d'être pour ou contre les écrans. On a l'impression que ça intéresse extrêmement peu de gens. C'est encore un objet de diversion parce que ça divise. Alors je pense que ça a été malheureusement une manœuvre de diversion. Alors elle est pour partie derrière nous, en fait, mais ça on le doit à Poutine. On le doit à Poutine. Quand vous regardez l'adhésion des Européens au nucléaire, derrière le début de la guerre en Ukraine, ça a pris 10 à 20 points dans tous les pays européens, y compris tout un tas de pays où je suis un sombre inconnu, donc je suis sûr que je ne suis absolument pour rien. Donc ça on le doit vraiment à Poutine. Et de fait, une bonne partie des médias qui étaient, on va dire, de sensibilité de gauche, qui aimaient bien quand même taper un grand coup sur le nucléaire, ont complètement arrêté de le faire. Le Monde ne sort plus de trucs anti-nucléaires, Libération non plus. Ils ont même sorti un article il n'y a pas longtemps en disant en fait c'est maintenant devenu un peu un combat du passé. Enfin voilà, on peut se demander. Et en fait le papier était sur la BD que j'ai faite avec Christophe Blain, dans lequel on a mis 20 pages sur la question, et je pense qu'on la referait aujourd'hui, j'en mettrais 5. Voilà. Parce que en fait, je pense que le truc est pour partie derrière nous. Aujourd'hui, on est tombé dans des problèmes pratiques. Est-ce qu'on a les gens pour faire? Est-ce que c'est mieux de faire ça plutôt que des éoliennes? Mais on n'est plus vraiment... Alors, il y a toujours un noyau d'irréductibles, puisqu'on est en Gaule, d'un côté comme de l'autre, hein, du côté pro comme du côté anti. Mais globalement, il y a une fraction plus importante de la population qui dit bah, soyons pragmatiques, on prend l'un et l'autre dans des proportions qui dépendent des gens qu'on a, des emplacements qu'on a, du fait qu'on préfère les chauves-souris ou qu'on préfère réchauffer les rivières. Enfin voilà, on regarde tout ça et on discute de façon un peu pratique. Moi, c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui. Et alors que les médias venaient essentiellement me chercher là-dessus jusqu'à il y a 2 ans, là maintenant, ils viennent essentiellement plus me poser la moindre question sur le sujet. Donc j'interprète aussi ça comme le fait que ça intéresse moins de monde. C'est moins devenu un sujet pour monter sur la table et s'envoyer des noms d'oiseaux à la figure. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on appuie sur le bouton reset et c'est comme s'il ne s'était rien passé? Non, parce que comme c'est une industrie à cycle très très lent, les 20 ans d'hésitation qu'on a eus, on ne les rattrapera pas. Ce qui veut dire qu'on va en payer partiellement le prix. Ça va être plus dur de renouveler le parc à cause de ça. Et comme l'énergie, c'est l'accès au confort social, quelque part, ça veut dire qu'on va en payer le prix. On va en payer un prix sur le plan social. Voilà. Pas au niveau du prix de l'électricité, au niveau de la quantité de biens et de services dont les gens pourront disposer. Au niveau de la quantité de mètres carrés qu'on pourra chauffer, de la quantité de bagnoles qui pourront circuler, etc. On va en payer le prix. Et comme aurait dit Petit Gibus, hein, il ne fallait pas y aller. Et là, maintenant, on y a été, bah, ça va avoir une conséquence et il faudra la gérer. Je voudrais commenter d'abord le chiffre. Vous auriez fait le même sondage 2 ou 3 ans avant, c'est pas sûr qu'il y aurait eu une majorité de jeunes pour. Donc déjà, moi je suis étonné par le fait que c'est beaucoup pour moi dans cette tranche d'âge. Alors après, ce que je peux essayer la manière dont je peux essayer d'interpréter ça. Quand vous êtes écolo, en gros, une des choses qui vous vient à l'esprit, c'est un des revers de la médaille à la technique triomphante. Les problèmes d'environnement, c'est parce qu'on s'est mis à avoir des bagnoles, des centrales électriques, et machin, etc. Et à une époque où vous n'avez pas encore nécessairement les informations techniques, du reste, Salomé l'a dit tout à l'heure, on vient par l'affect avant de commencer à regarder les trucs dans le détail, techniquement. Bah vous mettez tout dans le même panier et donc les centrales nucléaires passent, vous êtes pro-environnement et pouf, les centrales nucléaires passent dans le lot, quoi. Je veux dire, ce qui peut faire sens. Je veux dire, à partir du moment où vous avez une entrée très climat, vous commencez à faire le tri. Alors ça, c'est bon pour le climat, ça c'est moins bon pour le climat, etc. Vous avez un autre prisme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis venu à l'environnement alors que j'avais déjà beaucoup plus d'années que d'être jeune et j'y suis venu par curiosité intellectuelle. Donc en fait je m'intéressais d'abord aux faits et aux chiffres avant de commencer à en faire un sujet de comportement humain et de m'intéresser à la partie beaucoup plus émotionnelle, affective, psychologique de l'affaire, sociologique de l'affaire. Ce rejet un peu plus marqué, sans être extrêmement fort, des jeunes pour le nucléaire, moi je l'interprète comme ça. C'est que ça rentre dans... En gros, je m'oppose aux vieux cons technophiles qui m'expliquent qu'il n'y a pas de problème. Voilà, il y a aussi probablement un fait générationnel qui rentre là-dedans. Moi, si je peux rebondir sur la question du nucléaire, je pense que tous ces jeunes ne sont pas forcément informés en fait sur exactement quels sont les tenants et les aboutissants de ce qu'est le nucléaire. Et le nucléaire, pour moi, ça a été longtemps et c'est encore un objet de diversion parce que ça divise
Et ça arrange beaucoup que ça divise. D'ailleurs, c'était le seul moment pendant le débat présidentiel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen où on a parlé d'écologie, on n'a parlé que d'énergie. Comme si c'était le seul sujet de l'écologie, alors que c'est effectivement un sujet important, parmi de très nombreux autres, où il faut faire des choix, où il faut qu'on arrive à décider collectivement de voilà, comment on arrive à faire ça ou ça. Mais vous n'entendez pas les mêmes débats avec en tout cas ce niveau de tension sur les types de bateaux, les chalutiers qui vont faire de la surpêche, qui a des conséquences extrêmement néfastes pour nous toutes et tous. Et bien sûr qu'il faut avoir des débats là-dessus, mais pendant peut-être plusieurs années, on avait complètement catalysé toute la question écologique qui est très large, on rappelle quand même, 9 limites planétaires, le climat est une d'entre elles, avec énormément de domaines auxquels on doit s'intéresser. On avait réduit ça à la question uniquement du nucléaire, alors que c'est une parmi d'autres, et je pense que quand on s'exprime dessus, évidemment, il faut essayer de connaître le sujet, et c'est un sujet qui est qui est quand même extrêmement complexe. Si je peux me permettre, les médias ont une responsabilité là-dedans. Parce que moi, encore une fois, pendant de très nombreuses années, je m'intéressais au climat, au pétrole, aux conséquences du changement climatique sur la etc., et au nucléaire. Et on venait me chercher que là-dessus. Mais bon, moi, ça fait quand même partie des stratégies. Parce que ça fait partie des sujets qui font le buzz, quoi. Quand on voit des gens s'empailler, ça fait le buzz. Et une anecdote parmi d'autres, la première fois que je suis passé à la matinale de France Culture, invité par M. Guillaume Erner à l'époque, quand Sarah Chef m'a contacté en disant « Est-ce que vous voulez passer ?» Je disais « Bien volontiers, mais je ne veux pas parler que de nucléaire. » Ça me saoule, donc je veux bien, mais vous ne me posez pas de questions sur le nucléaire plus de 20% ou 25% du temps d'antenne, parce que sinon je trouverais ça désagréable. Et Erner, 30 secondes avant de prendre l'antenne, me regarde avec un petit sourire narquois et me fait « Alors je vous préviens, la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi vous ne voulez pas parler de nucléaire ?» Bon, et là-dessus, je suis rentré en mode grognon que je n'ai pas quitté. Ils organisaient aussi délibérément, une partie des journalistes, je ne vais pas dire la polémique, mais parce que les trucs clivants qui tiennent en peu de temps, on est pour, on est contre, c'est blanc, c'est noir, etc., c'est quand même des formats qu'ils aiment bien. En tout cas, sur beaucoup de questions écologiques, c'est plus compliqué que pour ou contre. Et ça a beaucoup changé, incidemment, avec les formats longs diffusés sur les réseaux sociaux. Parce que le format court, quand on a quelques minutes à la radio, quelques minutes sur un plateau de télé, etc., ça pousse à la radicalité, fatalement. Même pas pour les plus jeunes, pour tout le monde en fait. Moi, je pense qu'on a un problème de dépendance aux écrans qui pose des problèmes de santé mentale majeurs. Ne regardez pas cette vidéo. C'est beaucoup plus complexe que d'être pour ou contre les écrans. Et les écrans font beaucoup de dégâts sur la santé mentale de la population de manière générale, pas du tout que de celle des plus jeunes. Et donc ça apporte beaucoup de bonnes choses, comme aussi des contenus informatifs, comme des espaces de débat démocratique, comme des espaces de mobilisation. C'est vraiment, je pense, les réseaux sociaux notamment, ça peut vraiment être un endroit où on s'informe et où on fait vivre la démocratie. Et ça peut aussi être le pire, ça peut être l'endroit de la désinformation, de l'addiction, du harcèlement, avec tous les mots que ça comprend. Et évidemment, l'industrie du numérique, de manière générale, est une industrie très polluante. Il n'y a pas de geste individuel, en fait. Il y a vraiment des décisions qu'on prend collectivement pour faire ça. Et même quand on fait un geste dit individuel, en fait, on fait un geste individuel pour la société dans laquelle on vit. Donc il s'agirait de repolitiser un peu cette question-là du numérique. Et ensuite, sur les pratiques des plus jeunes, je tiens à rappeler que c'est quand même vraiment un argument très très massivement utilisé par les personnes qui s'opposent à l'écologie, qui est de dire « t'es écolo mais t'as un smartphone », qui est de toujours pointer la contradiction dont nous sommes tous faits. C'est-à-dire qu'on peut faire du mieux qu'on peut, et on doit, et à un moment, évidemment, il y a des degrés de contradiction plus ou moins importants, mais on ne peut pas être sans contradiction. Et les jeunes sont plus visés que les autres, parce qu'à chaque fois qu'ils s'expriment sur le climat, il y a une espèce de dédain d'une partie des autres générations, comme si, de toute façon, ils n'avaient pas voix au chapitre, parce qu'effectivement, ils sont accros à l'écran. Et dans les pratiques de manière générale, je ne dirais pas que les jeunes sont plus écolos, mais il y a quelques endroits où on voit quand même, notamment sur la consommation de viande. Alors certes, il y a des jeunes qui consomment beaucoup plus de viande, mais il y a un taux de végétariens qui est plus important chez les jeunes générations. Selon l'enquête d'Oxfam publiée il y a quelques années, c'était 2% de végétariens dans l'ensemble de la population et 12% chez les plus jeunes. Donc il y a quand même, par exemple, une sensibilité particulière à ça, et je pense que ça dépend aussi des modes de vie. Par exemple, chez une partie des plus jeunes, là encore, scindée entre une jeunesse qui va consommer sur Shein et qui va être très consommatrice de fast fashion, on a aussi toute une partie de la jeunesse qui de plus en plus a développé de nouvelles pratiques de consommation pour la manière de se vêtir, qui consiste à aller en fripe, à acheter des vêtements de seconde main, pas uniquement pour des raisons écologiques, mais aussi parce que c'est en train de devenir une manière de faire en fait chez une partie des nouvelles générations. C'est presque une mode, et
c'est pour ça que ces pratiques c'est là encore pas noir ou blanc, il y a tout un tas de pratiques différentes, mais on voit poindre chez une partie de ces jeunes générations tout de même des pratiques alternatives. Et après, je parle même pas des plus engagés d'entre eux qui décident carrément de totalement rompre avec le système de consommation, qui décident de rentrer dans des modes de vie alternatifs et d'essayer d'inventer autre chose. Alors, on peut critiquer le fait que souvent ça se fait dans des maisons individuelles, peut-être loin, mais il y a cette volonté d'essayer autre chose et de s'investir pleinement là-dedans. Et donc, je pense qu'on peut aussi documenter ce que font ces jeunes-là. Il n'y a pas que l'aspect environnemental en ce qui concerne le numérique et la jeunesse. C'est extrêmement bien documenté que d'exposer les enfants aux écrans, c'est pas bon du tout pour leur développement cérébral. Que la lecture, il n'y a rien de mieux, la lecture papier, là, comme sur des, il n'y a rien de mieux pour structurer le cerveau. Donc il n'y a pas qu'un sujet environnemental dans cette histoire, il y a aussi un sujet sanitaire. Et personnellement, je ne trouve pas que ce soit pertinent du tout que les écoles primaires et les collèges commencent à être envahis d'écrans, comme c'est le cas aujourd'hui. Du reste, on l'a bien vu aussi, les cours sur écran et même les visioconférences, il y a un degré d'attention qui est moins important que quand vous avez les gens en face de vous, fatalement. Après, est-ce qu'on peut faire sans écran aujourd'hui? Non, enfin je veux dire, si vous voulez avoir un compte en banque, de toute façon, et dès que vous voulez faire un achat par carte bleue, vous validez le machin avec un code de ceci, cela, enfin je veux dire, voilà, donc il y a aussi un sujet sociétal dans cette affaire. On ne peut pas demander qu'aux individus de s'organiser pour se mettre à moins utiliser quelque chose pour lequel la société s'organise pour qu'on ait besoin de l'utiliser. Au Shift Project, on a publié un certain nombre de documents là-dessus, sur la façon de rendre le numérique plus sobre, sachant qu'on ne va pas s'en débarrasser la semaine prochaine vu la façon dont la société est organisée. Quand on regarde à l'échelle du siècle, ou de 2 siècles, en fait, on se rend compte que l'émergence des métiers dans le tertiaire, c'est une conséquence de l'abondance énergétique. Si j'essaye de simplifier à peu près le rapport entre les emplois et l'énergie, je peux le dire de la manière suivante. L'agriculture est fonction du nombre d'hectares, mais on a besoin d'autant moins d'emplois dans l'agriculture qu'il y a des machines qui bossent à notre place. Donc voilà, mais c'est limité par le nombre d'hectares. Dans l'industrie, en gros, vous avez un emploi par machine au travail. Donc il y a un emploi par machine à piloter. Quand les machines deviennent plus grosses et plus robotisées, il y a moins d'emplois par machine à piloter. Et, voilà. Et dans les services, c'est plutôt, vous avez un emploi par objet ou flux physique à gérer. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, je vais prendre l'exemple de la voiture. Quand on peut produire beaucoup de voitures avec des très grosses machines pilotées par peu de gens. Par contre, une fois que les voitures sont produites, vous avez besoin de plein de gens pour les vendre, vous avez besoin de plein de gens pour les financer, vous avez besoin de plein de gens pour les assurer, vous avez besoin de plein de gens pour apprendre à conduire, vous avez besoin de plein de gens pour les réparer. Donc en gros, si je prends cet exemple, c'est un emploi par machine de production dans la production des voitures et un emploi par voiture qui se balade. Enfin, pas par voiture, les emplois sont proportionnels au nombre de voitures qui se baladent dans les services qui sont à l'aval. Et en fait, cet exemple, je pourrais le généraliser un peu partout. Donc en fait, plus il y a d'objets en circulation, plus il y a de flux physiques dans le monde et plus on a besoin de gens dans le tertiaire pour gérer la complexité de tout ce truc-là. Ce qui veut dire que dans un monde dans lequel l'approvisionnement énergétique baisse, eh bien en fait vous vous retrouvez avec soit des emplois dans le tertiaire qui sont mal payés, c'est exactement ce qu'on est en train de voir apparaître de plus en plus. Ceux qui surnagent, c'est ceux qui bénéficient de la mondialisation, ce qui est typiquement mon cas. Moi je suis consultant, je bosse pour des grandes boîtes, les grandes boîtes bénéficient de la mondialisation, donc en fait la croissance qu'elles n'ont pas en France, elles vont la chercher à l'extérieur. Donc moi je fais partie objectivement des gagnants, j'en suis ni fier ni pas fier, c'est un fait, hein. Je fais partie objectivement des gagnants de la mondialisation, donc des gens qui survivent dans un pays où pourtant, qui surnagent dans un pays où pourtant l'approvisionnement énergétique commence à baisser, mais sinon les emplois globalement ailleurs, les gens soit les perdent, soit ils se mettent à avoir des boulots de moins en moins qualifiés, on va dire ça. La question est de savoir quelle est la fraction d'emplois dans le tertiaire qui va rester économiquement pertinente dans un monde qui aura de moins en moins d'énergie. Et ma conviction, c'est qu'elle va baisser et qu'on va devoir retrouver la capacité à faire des choses avec nos mains. Qu'il s'agisse de réparer des machines, qu'il s'agisse de faire pousser des légumes, qu'il s'agisse de transporter. Enfin voilà, on va devoir faire de plus en plus de replier des chaussettes. Ma grand-mère, elle faisait ça, elle repliait les chaussettes, elle était couturière. Moi, je ne sais pas faire. Il faut valoriser les filières. Alors, il faut valoriser les filières, mais valoriser les filières, ça passe notamment par des rémunérations. Et ça revient à dire que du point de vue du consommateur, la traduction logique de ce système, c'est des objets qui coûtent plus cher et qu'on peut s'acheter en moins grande quantité. Et que, du coup, qu'on va chercher à faire durer plus longtemps, qui était exactement le système qui existait, en gros, avant l'abondance énergétique. Et c'est ça que j'évoquais tout à l'heure en disant c'est ça la sobriété. Et aujourd'hui, les gens n'assimilent pas ça à un truc heureux. Ils assimilent plutôt ça à un truc pas terrible parce qu'on va se priver de machin et de trucs. Bon. Mais effectivement, en termes de structure d'emploi, la logique voudrait que demain, on en ait proportionnellement moins dans le tertiaire.
Je pense que depuis le début, on n'a pas parlé de l'éléphant dans la pièce, qui est vraiment cette précarité des plus jeunes, de cette détresse psychologique d'une très grande partie des jeunes qui n'ont de toute façon pas la possibilité matérielle de s'engager. On oublie que les jeunes, ce sont les premiers précaires en France et que leur première préoccupation pour beaucoup d'entre eux, c'est de manger, c'est de réussir à payer leur loyer. Et là, c'est très très documenté, il y a beaucoup de statistiques sur le sujet. La dernière du Crédoc, c'est 1 jeune sur 4, et ils prennent les moins de 40 ans, donc c'est une définition de la jeunesse quand même assez large, qui ne mange pas à sa faim en France. Donc qui n'est pas capable sur l'année de se nourrir à chaque fois en fonction de ses besoins, ce qui est absolument énorme. La moitié des personnes qui font la file d'attente pour obtenir de l'aide au Resto du Cœur ont moins de 26 ans. Donc parfois, quand on se représente la pauvreté, l'extrême pauvreté, on va s'imaginer quelque chose de très intergénérationnel. Non, la plupart d'entre eux sont très jeunes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont exposés, on l'a évoqué, à des emplois qui sont beaucoup plus précaires, au sens où ils ont moins de protection. Donc on avait environ une vingtaine de pourcents, 17% des emplois en 1986 qui étaient des emplois dits précaires, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas un CDI. Aujourd'hui, on est à 52%, donc ça implique moins de protection sociale. Ce sont des emplois qui sont aussi moins rémunérés, donc on a des jeunes qui sont plus exposés à la pauvreté parce que, également, il y a eu de l'inflation, parce que le contexte a changé, que le prix de l'autonomie est beaucoup plus cher que par exemple dans les années 70 ou les années 80, où si on gagnait un SMIC, on pouvait faire un prêt, on pouvait acheter une voiture, on pouvait accéder à plus d'autonomie de vie. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de problème à l'époque, matériel notamment très important, de problèmes de conditions de travail. Je ne suis pas en train de faire un tableau noir et blanc, mais aujourd'hui on a des jeunes pour qui l'entrée dans la vie active est de plus en plus difficile, et surtout ça ne se rattrape pas dans le temps. Et donc à ces jeunes-là, leur dire il faut que vous vous occupiez du climat, il faut que vous alliez vous engager, c'est très complexe parce qu'il y en a vraiment une grande partie d'entre eux qui est juste en train de gérer des choses extrêmement basiques. Ensuite, sur l'anxiété, sur le pessimisme en fait de manière générale, c'est évidemment lié à la question climatique, mais c'est aussi beaucoup lié à la question économique, c'est-à-dire de ne pas pouvoir faire le métier qu'on veut, un métier qui a du sens, un métier qui nous plaît, un métier qui est bien rémunéré. En fait, c'est quasiment une équation impossible pour énormément de jeunes aujourd'hui. Encore une fois, ça s'aggrave avec le temps, ça a toujours existé, mais c'est de pire en pire sur cette question-là. Évidemment, l'utilisation des smartphones, des écrans, le fait qu'on ait accès à des choses très violentes, à toutes les informations aussi sur l'écologie, sur notre situation en direct depuis notre chambre, ça rajoute à cette anxiété générale. Et on se retrouve avec un jeune sur 5 qui souffre de troubles dépressifs. Et c'est très sérieux. Et ce sont les chiffres de Santé publique France qui ne baissent pas depuis le Covid. Donc c'est-à-dire que ce n'était pas qu'un effet conjoncturel avec le Covid, ça continue aujourd'hui. On a les pensées suicidaires des jeunes qui frôlent les 8% de jeunes qui ont des pensées suicidaires. C'est le double de ce qu'on avait en 2014. Donc en fait, plus ça va, plus les jeunes sont dans un état de détresse absolument majeur. Et je rajouterais aussi que ce ne sont pas que des pensées suicidaires, puisqu'on a une partie d'entre eux qui passent carrément à l'acte. On a une augmentation là aussi des tentatives de suicide des plus jeunes. Et on ne peut pas ne pas parler de ça quand on parle d'engagement des jeunes et d'écologie. Parce qu'en fait, à tous ces jeunes qui vont aussi mal, je pense que c'est très difficile de s'engager. Et ils rencontrent des difficultés très importantes, premièrement évidemment pour accéder à des soins psychologiques, à des soins psychiatriques, parfois même à un traitement à être vraiment pris en charge. Et quand bien même ils le sont, ils sont ensuite rebalancés dans un monde qui est toujours aussi anxiogène. Et pour tous ces jeunes-là, effectivement, c'est rendu très compliqué. Et ensuite, je pense qu'il faut qu'on parle quand même de la question générationnelle, qui met tout le monde mal à l'aise et qui, pour moi, n'est absolument pas une grille de lecture suffisante. C'est une grille de lecture parmi de nombreuses. Il y a aussi la grille de lecture des classes sociales, il y a plein d'autres grilles de lecture. Mais tout de même, les jeunes générations subissent les effets de quelque chose qu'elles n'ont pas créé. Et moi, j'appelle pas du tout à culpabiliser les générations précédentes. Si j'étais née à la même époque, j'aurais fait pareil. J'ai aucun doute là-dessus. Mais simplement, il y a un sentiment aussi un peu d'injustice de se dire, mais il faut qu'on gère tout ça. C'est terrifiant pour ceux qui en ont conscience. Et en plus, c'est pas nous qui l'avons fait. Et en plus, une partie des plus âgés se moquent de nous ou nous stigmatisent quand on s'engage parce que c'est jamais de la bonne façon. Et on a la sensation que ça leur importe peu. Et je rappellerai ce chiffre, qui est quand même un chiffre qui a été diffusé dans la revue Science il y a 2 ans, qui dit qu'une personne qui est née en 2020 va subir 7 fois plus de vagues de chaleur au cours de sa vie qu'une personne qui est née en 1960. Donc de toute façon, c'est un fait très basique, c'est que plus on est jeune, plus on va subir de manière intense les effets du réchauffement climatique et de la crise écologique de manière générale. Et ça crée un sentiment parfois de désarroi, d'injustice et surtout d'impuissance. Et moi, ce que j'ai constaté chez les jeunes qui étaient éco-anxieux, que j'ai quand même longuement interviewé pour beaucoup d'entre eux, ce qui les terrifiait,
Donc pour certains, c'était complètement paralysant, pour d'autres, ça se transformait en action. Mais globalement, ce qui les terrifiait, ce n'était pas le réchauffement climatique en tant que tel. Ce n'était pas la crise écologique en tant que telle. C'était l'inaction politique. C'était l'impression d'être embarqué avec des adultes qui ne gèrent pas du tout la situation et qui sont en train de sacrifier leur avenir. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, y compris chez les jeunes, qui n'étaient pas les plus écolos, qui n'étaient pas ceux qui allaient le plus s'impliquer au quotidien, mais qui ont cette sensation d'être complètement abandonnés. Et c'est une question qui a été beaucoup posée à l'intégralité des militants, et souvent militantes écologistes, les jeunes, à l'image de Greta Thunberg, c'est « et du coup on fait quoi dites-nous ». Mais en fait, la plupart des jeunes, ils sont par définition jeunes, ils ne savent pas ce qu'il faut faire exactement, ils n'ont pas de feuille de route, ils veulent juste que tout le monde se mette tout de même à se poser la question et à essayer de trouver des solutions de manière collective. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Là où je suis tout à fait d'accord, c'est que je pense qu'il y a un écart entre ce que j'ai dit tout à l'heure sur le comportement effectif et le sentiment je ne sais pas comment il faut l'appeler, de stress, d'anxiété, voilà. Et on peut très bien avoir une consommation compulsive tout en étant anxieux. Ça pose aucun problème. Ça peut même du reste être une réponse. D'accord Comme je ne sais pas de quoi demain sera fait, tant que c'est là, j'en profite. Pas me prier. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a une personne qui a eu un mot très cruel sur la classe dirigeante, qui est Emmanuel Todd, dans un bouquin qu'il a écrit récemment. Il a dit, en fait, les démocraties occidentales sont en train de devenir des oligarchies libérales, où l'élite ne se sent plus investie de la responsabilité de faire le bonheur des gens qui n'en font pas partie. Et je trouve que si je confronte à ma modeste expérience de ce que je fréquente, etc., je pense que malheureusement, c'est une affirmation qui est tout à fait fondée. Et dans l'élite, je mets une partie de la classe politique. Personnellement, moi je trouve que ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée est lamentable. C'est juste lamentable. Voilà. Chacun joue son petit destin personnel, là. Tous pareils, hein, je veux dire, ils sont tous exactement en train de faire exactement le même jeu. Comme si le seul truc c'était de tenir jusque dans 3 ans et qu'après, il n'y avait pas d'autre problème à gérer, quoi. Je peux tout à fait partager cet énervement ou cette colère, alors que moi, effectivement, j'ai l'âge d'être son père, donc je serais concerné un peu moins longtemps par le problème, mais qui consiste à se dire à quoi pense-t-il, quoi? Enfin, où est-ce qu'ils ont la tête, de quoi ils s'occupent. Alors j'entends bien qu'il y a plein de problèmes, c'est pas le sujet, mais effectivement on a l'impression que finalement l'idée même d'essayer de faire un truc qui soit un peu pensé sur 10, 20, 30 ans, où on met les choses dans l'ordre, etc., on a l'impression que ça intéresse extrêmement peu de gens, et je comprends tout à fait qu'on puisse se sentir en plein désarroi face à ça. Hein. Parce qu'on ne va pas régler des problèmes structurels avec des trucs à la petite semaine, quoi. C'est absolument évident. Comment est-ce qu'on arrive à combattre ça? Alors c'est pas un plaidoyer pro domo, mais quand même un peu. Je pense qu'il n'y a pas d'autre manière que de repartir de la société civile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre manière que de repartir de choses qui progressivement... On est renvoyé à ce qu'on disait tout à l'heure sur essayer d'agréger 5, 10, 20% de gens qui sont à peu près d'accord. Et je pense que ça repartira de la société civile et de construction. Donc c'est à ça qu'on essaye modestement d'œuvrer au Shift Project, hein, l'association que j'ai créée. C'est d'essayer de proposer des choses qui, mises bout à bout, finissent par agréger un nombre suffisamment de gens qui disent « nous, on a envie d'aller dans la même direction » et on commence à essayer de construire un truc global qui nous paraît à peu près flotter. Je ne vois pas d'autre moyen d'essayer de répondre à cette espèce de déshérence de la projection à moyen et long terme qui s'est emparée aujourd'hui de la classe politique dans son ensemble, encore une fois sans grande exception. Alors là, il y a toujours, c'est pareil, c'est une question de poulet d'œuf. Mais j'ai découvert quand je suis allé faire un numéro de claquette chez McFly et Carlito, que j'étais un motif, que j'étais un... Motif de rupture? Non, non, pas du tout. Alors ça, c'est possible, que j'étais un motif de valorisation sur Tinder. Qu'il y a des gens qui disaient dans leur profil, je n'ai pas été voir, c'est eux qui m'ont dit ça. C'est toujours pareil, il y a un sujet de poulet d'œuf. C'est-à-dire que, est-ce que les ruptures arrivent parce qu'on est tenté ou est-ce que les ruptures arrivent parce que ça ne va pas bien? Bon, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Pas sûr qu'on arriverait à se mettre d'accord. C'est sûr que les ruptures arrivent quand la possibilité matérielle de la rupture est là.
Donc dans l'ancien temps, quand la possibilité matérielle de doubler les logements à la demande n'était pas là, les gens ils se quittaient pas, donc ils se tapaient dessus, c'était pas nécessairement plus drôle. Mais en attendant, c'était pas comme ça que les choses se passaient. Et de fait aujourd'hui, les séparations vont avec la possibilité matérielle de se séparer, c'est-à-dire la multiplication des surfaces d'appartements. Et du reste, c'est une des raisons de la crise du logement, les séparations, la décohabitation. Avec la possibilité matérielle d'arriver à subvenir, même en étant pauvre, aux besoins alimentaires de quelqu'un et aux besoins de logement avec un seul revenu, alors qu'avant on n'y arrivait pas, il fallait la force de travail des deux, même si l'un des deux, et la femme en l'occurrence, était considérée comme inactive, en fait elle bossait quand même. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, non mais elle bossait quand même, c'est évident. Et à l'époque où la France était rurale, on comptait les hommes comme agriculteurs et les femmes comme inactives, mais en fait ils faisaient le même boulot les deux. Ils étaient agriculteurs les deux, quoi. Bon. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, Tinder, je pense que la question était amusante, donc évidemment que c'est une anecdote. Par contre, que dans un monde plus restreint en énergie, la possibilité matérielle de se séparer devienne plus difficile, et ça va se traduire notamment par le fait que les revenus réels baissant, en fait, les gens pourront plus économiquement le faire. Ça, c'est un risque réel. Donc un des trucs que je dis, alors moi sur le ton de la plaisanterie, mais on pourrait ne pas en rire, à mes étudiants, c'est leur dire choisissez mieux que ma génération, parce que c'est pas sûr que vous puissiez quitter aussi facilement. Voilà. Mais oui, il y a un vrai lien entre l'abondance énergétique et la liberté de mouvement qu'on peut avoir dans les relations de couple. Oui. Puisqu'on parle des jeunes générations, moi j'aimerais quand même souligner que de plus en plus, chez une partie des plus jeunes, il y a cette volonté de réinventer le couple, voire de sortir du modèle du couple, ce qui veut justement pas du tout dire forcément d'habiter seul, et ce qui est finalement assez écologique, même si c'est pas le but premier. Et ça passe par le fait de vivre entre amis, de revaloriser l'amitié. Ça a été très bien documenté par la journaliste Alice Rebaud dans son livre Nos puissantes amitiés. Elle est journaliste au Monde et elle montre comment il y a plein de nouveaux modèles qui se réinventent, des colocations, des endroits où même il y a 6-7 personnes qui vivent ensemble, comment des personnes amies vont pouvoir faire des enfants ensemble, justement sans être forcément complètement dépendantes de ce modèle du couple qui est souvent quand même le couple hétérosexuel et qui est très normé et qui a été mis dans nos esprits de cette manière. Et peut-être justement que de remettre en question le fait d'être un couple monogame et d'habiter dans un même espace, de se marier, d'avoir des enfants, enfin toute cette procédure-là, peut-être juste de la questionner, ça peut aussi participer à créer de nouvelles manières de vivre ensemble et de tisser de nouveaux liens qui sont peut-être plus durables que ce couple qui explose dans plein d'endroits.